Alors oui, j'ai un chapeau. Et je vais vous expliquer pourquoi je porte un chapeau. C'est pour cacher la très mauvaise mine et le physique. Vraiment, il fait peur à la caméra. Voilà. Je suis malade, j'ai la grippe. Et comme beaucoup d'indépendants, bah, je ne m'arrête pas pendant ma grippe parce que j'ai pas le choix. Et surtout, mon ordinateur portable a lâché hier, du moins le câble a lâché hier, je ne peux pas avancer sur mes corrections. Donc je suis un peu en mode, je suis obligée de tourner, même si je suis pas en état de tourner, mais je peux pas perdre du temps. On va faire ce book haul et on va s'y accrocher sans s'étouffer avec Texas Walker qui est là parmi vous aujourd'hui et on commence. Préparez vos éperons, on y va. Alors j'ai reçu pas mal de livres, mais en même temps j'ai lu énormément. Je pense que ça fait très longtemps que j'ai pas autant lu. Pour tout vous dire, pour un mois de janvier, j'ai lu 30 livres en 28 jours. Voilà. Du fait que malgré la grippe, j'ai quand même dû être... j'ai pas travaillé le week-end et surtout je me suis arrêtée une journée et demie parce que je voyais fou, du moins vraiment c'était compliqué. Et grippe en plus qui a eu des complications, donc compliquèche. Et j'ai lu beaucoup parce qu'en fait je suis lasse de beaucoup de choses, même la télé j'ai du mal et tout. Donc je lis, j'avance. Et donc tout ce que je vais vous présenter, je crois que tout a été lu, il me semble. Donc voilà, déjà. Je vais vous présenter les services presse qui ont été nombreux en ce début d'année, contre toute attente. En fait, je me suis rendu compte que je travaille avec beaucoup plus de maisons d'édition qu'avant. C'est un peu plus diversifié. C'est vrai qu'avant, je demandais beaucoup à Brajlon et assez peu aux autres. Et là, j'ai eu pas mal de demandes avec des très bonnes lectures. Et on va commencer par ça, puis les petits achats. Mais sachez qu'il me reste actuellement dans ma palle. Et c'est pas une blague. 4 livres. 4 livres que je peux lire. Je suis en train de finir Je m'habille de nuit de Terry Pratchett. 3 livres que je peux lire. Sinon, le reste, c'est des tomes, il manque des séries et tout. Au moins, ça fait du tri dans la palle. Pour vous rappeler les dates de dédicace, ce week-end, je serai à Normania, donc à Rouen. Donc ce dimanche, si vous êtes de la région, c'est un des plus gros festivals viking en France. Voilà, il y a du viking, il y a de l'imaginaire, il y a de la littérature, il y a des costumes. C'est un gros truc dans le Zénith de Rouen qui est assez connu. C'est de plus en plus connu et c'est vraiment un bel événement. Donc moi, je joue à domicile ce week-end et... au mois de mars, je serai au Salon du Livre de Bondu, donc à Lille. Ça fait quelques années qu'on s'y retrouve. C'est une des seules dates que je fais dans le nord de la France. Bondu, c'est vraiment dans la périphérie de Lille et c'est un des plus gros salons, on va dire, de livres généralistes. Hein, il y a de tout du haut de la France. Et je peux déjà vous dire que je serai à Imagina Livre à Portet-sur-Garonne, la seule date dans le sud de la France au mois d'avril, et à Ouest-Hurlan. Voilà. Et je vous tiendrai au courant, je commence à avoir des dates qui se prolifèrent. Et on y va. Alors le premier service presse que j'ai reçu, c'est Les Mains Vides, donc de Héliopossos chez La Volte dans leur collection Utopia. Pour ceux qui ignorent ce qu'est Utopia, c'est une petite collection chez La Volte, donc Volte éditeur engagé, plutôt vers la gauche, voilà, qui propose des visions du monde utopiste, voilà, avec des propositions souvent anticapitalistes et ce genre de choses. Un monde où il y a des canicules assez violentes qui apparaissent et on suit un homme qui se déplace à vélo et qui rejoint des comunas, c'est un peu des espèces de villages où les gens se rassemblent pour y passer la bonne saison. Et voilà, au fur et à mesure de son voyage, on va découvrir un petit peu ce monde-ci et son engagement. Chez La Volte, il y a beaucoup de parti pris sur le style, c'est des essais, c'est des expériences, donc c'est pas forcément accessible à tous, mais j'aime bien cette petite collection-ci. Donc ils m'ont envoyé ça. Ensuite, chez Albin Michel Imaginaire, j'ai pas de chance chez Albin Michel Imaginaire parce que je crois que c'est la première fois que les deux envois qu'on m'a envoyé, j'ai moyennement aimé. Il y en a un que j'ai moyennement aimé, il y en a un que j'ai vraiment pas aimé. Mais dans la globalité, ce sont des textes que j'aime bien, donc je pense que c'est simplement que j'ai pas accroché au style. En fait, ils m'en ont envoyé 3, il y en a un que j'ai adoré, mais c'est celui que j'avais pas demandé. Donc tu vois, des fois, il faut se laisser guider dans les choix. J'ai reçu, je vous ai déjà présenté, il me semble, sur la chaîne, donc je vais vous présenter prochainement, Poisson Poison de Naine Bauman, qui a eu le prix Ashton C. Clarke, je crois, si je dis pas de bêtises, qui est de la science-fiction, qui mêle zoologie et prérogatives, on va dire, de grandes entreprises, où on est dans le futur, où... après la disparition des pandas et leur extinction, des sociétés ont mis en place des espèces de banques de données pour récolter des animaux. Et les animaux dont on ne prête aucune capacité utile
type intelligence humaine ou autre, sont relégués au second plan, massacrés, voilà, on ne prend pas soin d'eux, et les autres peuvent être protégés. Et on suit une jeune femme qui va vouloir prouver que ce poisson vénéneux qui est dans les eaux baltiques, donc je crois dans les eaux du nord de l'Europe, est doué d'intelligence, et pour ce faire, elle va être aidée par un homme qui travaille pour la compagnie minière qui exploite le domaine où vit ce poisson-ci et qui a aussi un intérêt à prouver que ce poisson est intelligent et de le sauvegarder son milieu naturel. C'est de la SF qui est très orientée sur les politiques de gestion animale, et c'est plutôt intéressant là-dessus, un peu trop SF pour moi, mais qui est assez intéressant parce que c'est un mélange d'univers développé, de politique animale, mais aussi de quête, voilà, de recherche de poissons perdus dans les eaux du Nord. Donc voilà, c'était assez sympa. Et j'ai reçu aussi un texte qui a été beaucoup mis en avant sur les réseaux sociaux. C'est Le Sabre des Neiges, qui est une trilogie. Et malheureusement pour moi, je n'ai absolument pas aimé ce texte-ci. Et je comprends pas trop la hype autour de ça. Mais c'est donc de Salomé Han, et c'est de la fantasy japonaise, mais écrite par une femme qui n'est pas japonaise. Et ça a un intérêt parce que tu sens beaucoup, je trouve, le côté un peu fanservice Japon, quoi. C'est un texte qui tourne autour des artefacts, et c'est pour ça que j'ai pas accroché. Vous êtes dans un monde où il y a différents sabres qui ont différentes qualités. On suit l'apprenti d'un homme qui est le manieur du sabre des neiges, donc le héron blanc, qui va être chassé, et le sabre va être volé, il va devoir le chercher. C'est de la fantasy, donc dite japonaise, avec des grands guillemets, c'est-à-dire que si, comme moi, vous aimez le Japon, vous allez être très déçus, je pense, par rapport à ce que ça promet. Charte graphique très différente, j'ai rien compris sur le... C'est de l'imaginaire, mais c'est pas du tout la même charte graphique. Et c'est de la vieille fantasy. Pour tout vous dire, c'est très simple à lire, narration, retrouver des objets, trahison, l'apprenti qui va devenir fort et ce genre de choses, dans une ambiance japonaise avec des samouraïs et voilà. Et une mythologie qui s'inspire un peu des yokai, mais calmez-vous, ça reste quand même très en surface et surtout très cliché, je trouve, du Japon. Mais voilà, donc le sabre des neiges, moi j'ai pas du tout été convaincue, mais je pense que je ne suis pas du tout la cible de ce texte-ci. J'avais un peu d'appréhension en l'ayant demandé parce que je me dis, bon, moi la fantaisie japonaise, faut que ça soit vraiment bien pour que ça accroche. Ensuite, alors attendez, Albin Michel m'a aussi envoyé ce texte-ci qui est très intéressant et que j'ai beaucoup aimé. Et c'est un texte que j'ai pas demandé. Et la personne qui travaille chez Albin Michel Imaginaire m'a dit, je fais un envoi sauvage, c'est-à-dire qu'elle m'envoie le livre sans me demander. Moi, c'est quelque chose que je n'accepte pas, je ne lis pas, mais elle m'a envoyé un mail pour m'expliquer. J'ai dit, je vais le tester. Voilà, on est toujours ouvert d'esprit sur certaines choses. Je le ferai pas avec tous les éditeurs, hein, pour le coup, je le fais qu'avec des éditeurs avec qui je travaille de temps en temps. Je lis les livres qu'ils m'envoient que j'ai pas demandé, mais pour le reste, il y a une époque où j'en recevais beaucoup que je ne lisais pas parce que les gens pensaient que la boîte postale de l'entreprise était un moyen de m'envoyer des livres, voilà, sans ma permission. Mais revenons au sujet. Alice au pays des idées, donc de Roger-Paul Droit. Alors Roger-Paul Droit, c'est un journaliste et un historien qui prend pour parti dans ce texte-ci de réécrire Alice au pays des merveilles avec le conte philosophique. C'est-à-dire que vous allez suivre une Alice moderne, mais qui est une autre Alice au pays des merveilles, qui a beaucoup de mal à grandir, du moins, qui a du mal à fêter ses anniversaires, qui aime pas le fait de grandir, qui trouve ça un peu... voilà, elle s'épanouit pas là-dedans forcément. Et elle va tomber dans un trou et être balancée dans le monde des idées. Et en fait, à travers le voyage un peu d'Alice au Pays des Merveilles avec des personnages récurrents, donc la Reine Rouge, voilà, qui vont être réinterprétés de façon différente dans le texte, la Reine Blanche et tout. Là, il y a un kangourou et des souris, mais tu peux faire des biais avec le chapelier et, vous savez, les deux petits bonhommes. Va découvrir en fait la philosophie, va rencontrer les grands penseurs et va réfléchir sur le monde. Donc en fait c'est un espèce de mélange d'essais mais qui est de la narration, hyper accessible au niveau des idées, et je trouve ça super intéressant. Moi je l'ai dévoré, mais vraiment je pensais pas que j'allais apprécier tant, et c'est un texte que j'aurais adoré lire quand j'étais ado, hein, quand je passais mon bac de philo, mais c'est intéressant de voir ce personnage-ci se confronter avec
plein de philosophes différents du monde entier. Voilà, sur des questions très différentes, et au moins de rebalayer un petit peu tout ça. On part donc des philosophes de l'Antiquité jusqu'à des philosophes, je crois qu'on va Nietzsche un petit peu après, et on n'oublie pas non plus de parler des femmes et des problèmes de la philosophie aussi. Et très chouette. Alors la couverture rend pas trop hommage au travail, ça aurait été plus sympa de faire une couverture qui renvoie plus à Alice au Pays des Merveilles, mais si vous aimez la philosophie, vous voulez faire découvrir la philosophie à des gens qui connaissent pas forcément, c'est un très bon livre, moi j'ai apprécié. Et qui aurait cru que des 3 livres, j'aurais plus apprécié celui qui n'était pas d'imaginaire. Voilà, c'est improbable, mais ça arrive. Ensuite, Globe m'a envoyé un texte qui s'appelle Le Glouton. Le Glouton, c'est un texte historique qui s'inspire d'un personnage qui a existé pendant la Révolution. Donc c'est un personnage qui a été du côté de Lyon, et on suit son parcours d'un homme qui a été accusé d'avoir dévoré beaucoup de choses, dont des objets, mais aussi des êtres humains, des animaux vivants. Voilà. Et on va suivre donc son hospitalisation, sa rencontre avec une sœur auquel il va confier son passé. Donc c'est ce parcours de jeune homme sur comment ce jeune homme est devenu un monstre d'une certaine manière. Et il y a tout un balayage de la période révolutionnaire, les différents régimes, la dureté de la vie à l'époque. Et en même temps, cet homme dont on a construit la légende, parfois basée sur des choses fausses. Et un peu un conte... un peu pas philosophique, mais ça fait un peu une fable très triste sur le sujet, sur la liberté, sur l'envie, sur l'accumulation. Pour les amateurs d'histoire, c'est un texte qui peut intéresser parce que ça a été une figure assez importante, ce mec-ci. Il y a des grands auteurs qui en ont parlé pour son cas pratique, et le texte raconte beaucoup de choses, philosophe quand même pas mal sur beaucoup de choses, et c'est assez intriguant. Moi j'ai bien aimé, j'ai beaucoup aimé le style aussi du texte. Et ensuite Galmaster m'a envoyé 2 ouvrages. Alors le premier, vous en avez sûrement entendu parler parce que ça a été un plutôt gros succès, et il y a sa suite qui vient de sortir. Donc le premier c'est Dans la forêt, et la suite c'est Le temps d'après, donc de Jane England. C'est un texte post-apocalyptique. Vous suivez 2 sœurs qui ont 17-18 ans, dont la maman est décédée, qui sont élevées par leur père en plein deuil, voilà. Et malheureusement pour elles, il y a la fin du monde qui intervient à cause de grandes crises. Alors c'est une fin du monde très crédible parce que c'est vraiment le capitalisme qui a fait couler le monde dans lequel elles vivent, donc c'est aux États-Unis. Et elles vont vivre dans la maison dans laquelle elles ont toujours grandi, donc dans la forêt, très éloignée quand même du centre-ville, et c'est leur histoire et leur survie avec un père qui va mourir très vite et 2 jeunes filles qui vont devoir apprendre à gérer des denrées, qui ont une vision très différente de la chose, de la survie, alors qu'il y a des hommes qui sont dans la forêt qui risquent de leur faire du mal. Alors c'est un très bon livre, très poétique, moi j'ai adoré, j'ai enchaîné les 2 dans la même journée. Gros trigger warning, il y a de l'inceste dans le texte décrit, il y a une scène très très décrite, et que je trouve très malaisant la façon dont c'est fait. Voilà, une fois dépassé ça, le texte reste intéressant parce que c'est un texte qui parle de la psychologie des personnages, et surtout c'est des personnages féminins dans un récit de survie. C'est plutôt intéressant et pas ce qu'on trouve le plus. Et la suite, je ne vais pas vous spoiler, mais il y a un petit garçon en couverture. On suit donc la suite dans la forêt, qui a été aussi une très belle découverte. Ça conclut un premier cycle, mais il est tout à fait clair que c'est possible d'avoir d'autres aventures. C'est un texte ici qui parle plus de la nature. Voilà, il y a toujours une note de la nature et de l'écologie dans le texte. Là, on est plus tourné sur la nature, sur l'éducation. Voilà, le texte évolue sur d'autres thématiques, sur la violence et sur les choix. Et ce texte-ci installe un truc un peu angoissant, parce que là, la survie, elle touche quelque chose d'autre. Et par contre, le texte est très réussi, je trouve, sur la beauté des paysages, la psychologie des personnages, et je vous le conseille pour ça. Et enfin, Pocket m'a envoyé 2 livres. Du moins, j'en avais demandé un, ils m'en ont envoyé un en cadeau, que c'était très gentil. J'ai eu le tome 2 et dernier tome de donc Ariel Holtz, Les Royaumes Immobiles, Le règne des chimères. Donc c'était une série de faeries, plutôt orientée très young adulte, avec une jeune fille qui est une belle à mourir,
c'est-à-dire une jeune femme maudite qui vit dans un manoir depuis qu'elle est petite. Son père l'a abandonnée, sa nourrice l'a abandonnée, elle a vécu seule pendant des années, avec un masque sur le visage, jusqu'au jour où il y a une faille du nom de Puck qui vient se présenter chez elle, voilà, et lui dit qu'elle doit concourir pour devenir reine, parce que son daddy, il ne lui avait pas dit, était le roi tyrannique juste avant. Voilà, et qui vient de partir et qu'il faut bien une remplaçante. Le premier tome est un thème d'exposition et de concours, ce deuxième tome est un tome de vengeance et de reconquête. Voilà, je vous laisserai voir mon avis. C'est un petit peu pas de la romantaisie du tout, mais c'est de la faillerie vraiment pour les adolescents et qui tombe pas dans les travers trop de la romantaisie habituelle, parce que la faillerie, malheureusement, est très estampillée romantaisie, alors que c'est un genre qui remonte à bien longtemps et qui montre quand même, malgré le côté young adulte, un côté assez cruel. Voilà. Moi, j'aurais été adolescente, j'aurais adoré. Adulte, j'ai beaucoup plus de choses à redire, mais voilà, plutôt sympa pour découvrir ce genre-ci. Autrement qu'avec de la fesse et des failles en chaleur, quoi. Là, ça change un peu. Et ensuite, j'ai reçu La Cité diaphane de Anouk Faure, que j'ai déjà en grand format et dédicacé. Vous allez vous dire, quel radin cette Lorraine, elle fait pas gagner. Ouais, mais parce que le texte est dédicacé à mon nom. Voilà, donc je le garde parce qu'il est dédicacé. Mon père me dit, ah bah c'est temps, t'as qu'à de te faire gagner le tome 1. Mais je faisais le tome en grand format. Mais je fais, mais il est aussi dédicacé. Donc voilà, mais c'est vraiment dédicacé sur mon nom et tout. Donc voilà, je le garde et puis ça a été un coup de cœur. Donc pour les gens qui ne l'avaient pas lu et que le côté financier c'était quelque chose d'important, lisez Cité diaphane, c'est un récit de dark fantasy où je suis un archiviste qui est envoyé dans la cité de Roche-Étoile, cité qui a été maudite, majestueuse, dont les tours montaient jusqu'au ciel et dont les eaux ont été polluées, et ce qui a rendu les gens fous. Et lui, il va essayer un peu de savoir ce qui se passe. Il y a des grands bouleversements dans le texte, je vous laisse découvrir, mais vous ne serez pas au bout de vos peines. C'est très poétique, c'est réinterprétation du folklore européen, un peu gothique, j'aime beaucoup, donc je vous le conseille pour ça. C'en est tout pour mes SP, j'ai eu beaucoup de SP, et je me suis acheté quelques petits livres. Alors, le premier, c'est Le Chant des Géants. Je suis allée dans une librairie dans la périphérie de Rouen, j'en ai profité. Voilà, donc c'est une librairie qui n'est pas du tout imaginaire, et ce qui m'a fait beaucoup de peine, c'est que c'est une petite librairie. Alors, il y a vraiment du choix pour une librairie, franchement, de petite ville, mais avant, il y avait un vrai rayon d'imaginaire, et là, en fait, le rayon d'imaginaire qui est grand comme ça. Genre là, un peu plus grand que mon cadre, mais qui fait la taille d'un bureau, vous voyez même pas, a été coupé en deux. Et en fait, il y avait quasiment plus rien à part des classiques. Et sinon, le reste, c'était que de l'imaginaire romantaisie ou romance de fesses. Voilà. Et derrière, il y avait un gros truc de young adult romantaisie. Et en fantasy, il n'y avait plus rien. Et le seul texte qui était pertinent, que j'avais pas lu, c'était Le Chant des Géants de David Brie. David Brie, c'est un auteur dont j'avais déjà lu un de ses livres jeunesse, donc qui est publié chez L'Homme sans nom à la base, et là donc c'est la sortie poche chez Pocket. Le Chant des Géants, c'est un homme qui raconte une histoire, une légende dans une sorte de Bretagne, hein, c'est l'Ouestan, voilà le nom de l'île, où il y a 3 géants qui dorment. Il y en a un, c'est Belle, qui est apparenté donc au rêve et à la musique. Il y en a un, c'est les Borcham, qui est la mère du brouillard. Et il y en a un qui c'est Fraek, qui est celui des songes de gloire et de bataille. Et les géants, en fait, ont besoin des légendes pour sortir de leurs rêves. C'est un peu mystique. Et on va suivre une famille de frères, voilà, dont l'un va tomber amoureux d'une femme, mais lorsque leur père est assassiné pendant une bataille, le frère aîné va prendre cette femme-ci pour lui et va vouloir obtenir une couronne très importante en lien avec les géants, et il enferme des immortels. Voilà, je veux vraiment laisser découvrir l'univers, mais c'est un texte qui m'a moyennement convaincu dans sa première partie. Par contre, la deuxième partie était très bonne. Et voilà, il y a une poésie, ça se lit très vite, il y a très peu de descriptions, c'est quasiment que du dialogue. Et il y a des choses sur les géants, et c'est des créatures qu'on voit assez peu, et c'est pour ça que j'étais contente de l'avoir découverte. Ensuite, j'ai lu 2 tomes. Heureusement que j'ai pu les lire pendant la grippe, parce que j'étais pas capable de lire grand chose d'autre au plus profond de ma fièvre, mais je continuerai pas cette série. Je pense que je vais m'arrêter là, parce que c'est tellement grossophobe et il y a tellement de problèmes avec le féminisme. À un moment, je peux plus, en fait. Donc j'ai essayé de passer au-dessus, mais là c'est trop. J'ai pris le tome 4 et 5, donc des enquêtes d'Anna Swason, donc meurtre, cupcake au caramel, et meurtre, tarte au citron meringue.
Vous suivez, donc c'est du cozy mystery, une jeune femme qui a une pâtisserie et qui enquête, voilà, parce qu'il y a souvent des crimes en lien avec sa pâtisserie. Et le problème, c'est que les enquêtes sont sympatoches, voilà, mais plus les tomes avancent, plus c'est sexiste. Du genre, il y a vraiment un tome où la nana, c'est grossophobe à un point. Le but de son truc, c'est de faire un régime parce qu'elle rentre plus dans son jean. Et à la fin, elle lui dit qu'en fait, elle s'est plantée de taille, mais elle est bien, voilà, elle n'a pas besoin de faire de régime parce qu'elle est pas grosse. Il y a tout un truc, ouais, et les personnages font des commentaires sur le physique, sur le rôle de la femme, c'est hyper daté. Les femmes doivent être très wife en fait, hein, dans cet univers-ci. Et les hommes sont machos de fou. J'ai beaucoup de mal. Voilà, donc il y a beaucoup de problèmes avec ce texte-ci. C'est pour ça que j'arrête ici. C'est dommage, mais je vais me lancer vers d'autres. Il y a de la cozy mystery qui sort en ce moment, donc je vais me lancer vers d'autres textes. Je me suis pris aussi Le Château des Carpates. Je vous avais dit que j'allais continuer Jules Verne. Alors, Jules, ça a mal vieilli aussi, mais Jules Verne, c'est un personnage qui m'intéresse énormément parce que rien qu'au point de vue éditorial avec Hetzel, et c'est quand même le gars qui a un peu inventé les Boys Avengers, donc vous savez, à l'époque, les garçons lisaient Jules Verne et les petites filles lisaient les livres de la comtesse, donc avec Les Malheurs de Sophie, par exemple. Et moi, j'aime bien Jules Verne, j'aime bien les aventures de voyage. Et là, dans Le Château des Carpates, il y a un côté fantastique où vous suivez, donc c'est en Scandinavie. Pas du tout en Scandinavie, c'est en Roumanie, il me semble, vous savez, les Carpates, voilà, Dracula, remettez. Et vous suivez donc un village où les gens se rendent compte qu'il y a un château assez loin dans les collines, il y a une fumée étrange qui s'échappe, il y a 2 hommes qui se rendent sur place pour un petit peu enquêter, et l'un va être blessé parce qu'ils vont voir des choses apparaître dans le château, très inquiétant, très fantastique. Je ne vais pas vous en dire plus parce que la 4e raconte énormément de choses, c'est assez court. C'est un texte qui s'inscrit vraiment dans le fantastique, mais avec une sauce Jules Verne, c'est-à-dire que j'ai bien aimé le plot twist. Je ne vais pas vous en dire plus. On retrouve tout ce qu'on aime chez Jules Verne sur la technologie, sur l'ambiance, sur voilà, les récits assez palpitants. Moi, ça a été plutôt une très bonne lecture. Et ensuite et enfin, je me suis pris L'Alchimiste de Paolo Coelho. Ce livre aussi, je l'ai vu partout sur les réseaux sociaux. Et je me suis quand même dit, c'est con, tu n'as jamais lu L'Alchimiste. Et genre, je crois que j'ai jamais lu Paolo Coelho avant. J'en avais entendu parler. C'est un conte philosophique, voilà. Un jeune berger qui va un peu prendre ses clics et ses claques du jour au lendemain pour suivre son rêve, c'est-à-dire trouver les pyramides. Et sur sa route, voilà, il va faire la rencontre d'un homme qu'on appelle l'alchimiste. Et à travers en fait tout son parcours c'est un livre qui est très simple d'aborder. Vraiment, les concepts philosophiques sont simples et tout, qui parlent en fait de grandes questions philosophiques sur la vie. Voilà, c'est pour ça que je pense que ça plaît autant. Moi, j'ai trouvé ça un peu trop simpliste voilà, pour moi, mais c'était plutôt sympathique, hein, ça se lit très vite, et je pense que ça peut faire réfléchir pas mal de gens. Notamment, je pense que c'est un livre qui est très accessible pour les gens qui ne lisent pas beaucoup. Voilà. C'est vrai que quand j'ai vu les avis dithyrambiques des stars et ce genre de choses, je suis en mode... ouais, mais après, c'est pas extraordinaire non plus comme texte, hein, pour le coup. Moi, je trouve que c'est vraiment un texte très accessible parce que c'est facile à lire et que ça demande... voilà, on te mâche les informations et ça te fait réfléchir un petit peu. Donc voilà, en termes de conte, on va dire philosophique, c'est très réussi. C'est un petit conte philosophique, vous savez, c'est tout ce qui est Candide et ce genre de choses, hein, où on suit un personnage assez niais qui découvre le monde et qui découvre ainsi des pensées philosophiques, qui réfléchit, qui grandit. Donc voilà, l'édition est très sympa comme ça. Donc au moins je me serais fait un avis sur l'alchimiste. Sur ce, n'hésitez pas à vous dire si vous avez lu ces livres, ce que vous vous êtes pris au mois de janvier. Moi, je vais aller dans le mois de février en m'achetant des suites. J'ai enfin fait une petite liste des séries que je devais continuer, donc voilà, ça va me permettre d'avancer un petit peu. J'aimerais bien lire du Abercrombie au mois de février, ça m'obnubile là-bas, Abercrombie en ce moment. Donc voilà, on verra un petit peu, mais je vais aller en librairie, je pense, demain ou après-demain, histoire de refaire un petit peu de stock, parce que là, on est arrivé au bout du bout, quoi. Sur ce, je vous souhaite une très bonne lecture, une très bonne journée, et on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo.